Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes vendredi 27 novembre. Bien, enfin je dirais plutôt bonsoir parce que il est plutôt plus près de 20 heures qu'autre chose. Je voudrais revenir quand même sur la bonne nouvelle. Macron nous a affirmé que le vaccin ne serait pas obligatoire. Vraiment une bonne nouvelle. Enfin, il y a un bémol quand même. Ceux qui ne voudront pas se faire vacciner n'auront juste plus le droit de travailler, de voyager, d'emprunter de l'argent, d'emprunter des transports en commun. Les lieux publics leur seront interdits. Plus de sport, plus de bars, plus de restos, plus de ciné. Des achats en ligne, peut-être plus d'aide sociale non plus. Bref, le vaccin surtout ne sera pas obligatoire, mais fortement recommandé. Puis alors si vous voulez partir en vacances et prendre l'avion, c'est une autre histoire. Je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes dans un pays qui a inventé les Shadoks. Donc effectivement, on est dans un pays que les Allemands appellent l'Absurdistan. Je tiens à souligner qu'il y a une dizaine de jours, la ministre Elisabeth Borne disait aux hôteliers, aux restaurateurs, qu'il fallait embaucher des saisonniers pour ensuite les mettre en chômage partiel et être indemnisés. Enfin bon, c'est un truc de fou. Alors, il faudra quand même revenir sur les propos de Jean Castex. Vous pouvez aller à la montagne, mais sans faire de ski. Peut-être des raquettes, et encore. Mais juste pour le bon air. Mais alors sans bar ni restaurant. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous restaurer à midi, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Effectivement, les télécabines, etc., seront interdites. Les remontées, mais la descente, ouais, nous sommes vraiment en pleine descente pour la France. Je voudrais revenir sur les propos de Rémi Salomon. Il ne faut pas manger avec papy et mamie à Noël, on coupe la bûche en deux et on les envoie manger dans la cuisine. On dîne, on ne mange pas, cher monsieur. Et bonne maman et bon papa sont dans la salle à manger et c'est le personnel qui est à l'office. Oui, mais ça c'était avant. Que, que penser de ces propos? On est à ce point d'infantilisation. Oui, pourquoi pas les grands-parents à la cave pendant que vous y êtes? Et je me pose une question. Étant donné, il me semble, de mémoire, il y a bien 25 ans d'écart entre Emmanuel Macron et Brigitte. Donc Brigitte Macron, c'est quelqu'un à risque. Donc, comment dire, Brigitte devra manger seule sa bûchette dans la cuisine de l'Élysée. Emmanuel Macron mangera seul avec des amis ou avec ses copains drag queen. Voilà. Bon, c'est vraiment absurde. Mais absurde. Ah oui, tout ce qui est absurde aussi. 30 personnes maximum. Le Premier ministre Jean Castex n'a pas modifié la jauge maximale fixée par Emmanuel Macron mardi soir lors de son allocution télévisée. Oui. S'exprimant lors d'une conférence de presse jeudi en fin de matinée, le chef du gouvernement a estimé que les lieux de culte ont été en France, comme par ailleurs, des lieux de contamination. Oui, bien sûr. Et alors, on reste toujours à 30. Mais 30 dans une basilique ou une cathédrale, je crois que la basilique de Lourdes peut recevoir 20 000 personnes. Et on va en mettre 30. Ah, incroyable. Bon. Le même Jean Castex nous promet 1 milliard d'euros au quartier populaire. Cette somme correspond à 1% du plan de relance, comme l'ont demandé 180 maires dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron le 14 novembre. 1 milliard pour les quartiers populaires et rien pour les campagnes. Depuis 30 ans, ce sont des dizaines de milliards qui sont investis dans les banlieues avec les réalités, les résultats que malheureusement on connaît aujourd'hui, depuis longtemps. Le milieu rural est abandonné, méprisé, car lui ne brûle pas des voitures tous les 4 matins. Alors, on va sourire, je regarde si je n'ai rien oublié, je vais vous faire très sourire. Figurez-vous, à Avignon, un magasin érotique, oui, a offert 180 packs réconfort aux infirmières de réanimation à l'hôpital Henri Dufaux, qui est sous tension à cause du Covid-19. Dans ce panier, entre autres, vous avez un porte-clés vibrant, du lubrifiant, du gel parfumé, enfin bon, des tas de petites choses pour se faire des petits câlins. Nous sommes vraiment dans un monde devenu fou, dans un pays où d'abord il ne fallait pas porter de masque, puis dans lequel vous êtes roué de coups par certains policiers si désormais vous ne les portez pas, puisqu'ils sont devenus obligatoires. Et c'est quand même incroyable.
cette information est à la hauteur de notre naufrage collectif. Hein. Alors, donc, nos infirmières n'avaient pas de masque, pas de blouse, pas de charlotte, et d'une manière générale, manquent à peu près de tout, y compris de temps pour leurs patients. Mais désormais, elles sont pourvues en sextoys, on va dire. Hein. Voilà. Hein. Pas maintenant que les stations de ski sont ouvertes, mais les remontées mécaniques fermées, les infirmières équipées de vibromasseurs, mais sans blouse, c'est sûr que ça va mieux aller. Hein. Ah, quel plaisir d'aller travailler. Hein. Quel plaisir d'aller à l'hôpital d'ailleurs. Hein. On va se poser des questions. On va commencer à regarder. Alors, finalement, si j'ai bien compris, on a des stations de ski ouvertes sans les remontées mécaniques. On a des messes sans la communion et on a des hommes politiques sans bon sens. C'est bien cela. Des hôpitaux sans lit ni personnel en nombre suffisant. Et peut-être bientôt des restaurants ouverts, mais sans assiette ni couvert. Ce gouvernement est vraiment d'une logique imparable. Enfin, sur les trois problèmes, sur les 3 points problématiques, il suffit de dégager le troisième, c'est-à-dire les hommes politiques sans bon sens, pour que les 2 premiers soient résolus. Hein. Et pas que. Hein. Enfin, conclusion, c'est quand même une longue tradition française, parce qu'il me semble me souvenir, en parlant d'absurde, qu'au début de Vigipirate, nous avions des militaires en armes, mais qui n'avaient pas de munitions, il me semble. Ça me rappelle mon service militaire. Hein. Quand je gardais un dépôt de munitions, j'avais mon fusil, mais j'avais un petit pack de 5 balles dans un sachet hermétique. Le temps que je défasse le sachet, eh bien, j'aurais été égorgé depuis bien longtemps. Bref. Et puis, toujours dans l'absurde, on va faire des fêtes de famille, sans famille. Et puis, dans les municipalités écolos, eh ben, nous aurons un Noël sans sapin, hein, puisque le sapin, c'est interdit. Hein, voilà. Alors, je voudrais revenir sur les attestations de déplacement Covid. Donc, les règles de confinement évoluent dès ce samedi. Hein. Une nouvelle attestation va voir le jour. Je vais y revenir. Comment dire Oui, alors, les règles du confinement, qui restent tout de même en vigueur jusqu'au 15 décembre, vont s'assouplir à partir de ce samedi 28 novembre. L'attestation dérogatoire restera impérative pour justifier de chaque sortie du domicile, mais il y aura de nouvelles cases et ou indications qui sont attendues sur le pression formulaire. Par exemple, il sera possible de sortir pour l'activité physique, la promenade ou faire des achats dans un rayon de 20 km et pendant 3 heures contre 1 km et 1 heure jusqu'à présent. Donc il y aura une case aussi pour l'achat de produits de première nécessité. Oui, la case pour l'achat de produits de première nécessité devrait également évoluer et intégrer les commerces jugés non essentiels et autorisés à ouvrir. Vous vous rendez compte? J'espère qu'ils ne vont pas nous faire une case pour les produits essentiels et une case pour les produits non essentiels. Vous ouvrez pour aller dans des magasins, vous cochez et vous sortez de chez vous pour aller dans des magasins, un point c'est tout. Hein. Oui, bon. Mais pour l'heure, toujours pas de nouvelle version d'attestation en ligne. Hein. Ce décret n'a pas été publié au journal officiel ce vendredi 27 novembre. Il faudra au moins patienter jusqu'à demain samedi, donc pour pouvoir télécharger. Hein. Mais je tiens à vous informer, pas de panique, la version actuelle de vos attestations restera valable jusqu'en début de semaine. Une tolérance va être observée pendant quelques jours, notamment pour les gens qui ont imprimé un stock important d'attestations. Il suffira de rajouter à la main le nouveau motif comme activité physique de plus d'1 heure, ou par exemple, ou sortie pour effectuer des achats non essentiels. Mais, l'attestation, et c'est un point de détail, et là-dessus on peut se faire avoir facilement, l'attestation de déplacement dérogatoire ne suffit pas, il faut également présenter des documents en cas de contrôle par les forces de l'ordre. C'est écrit sur les attestations en bas de page, en tout petit. Il est bien précisé que les personnes souhaitant bénéficier d'une exception doivent se munir, s'il y a lieu de leur déplacement ou de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que les déplacements considérés entrent dans le champ de l'une de ces exceptions. Et ça sera pareil pour la nouvelle. C'est-à-dire, dans tous les cas, on doit pouvoir présenter une pièce d'identité. Car CNI, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte d'électeur peuvent suffire. D'accord? Bon. Et, chose importante, il faut avoir un justificatif de domicile pour pouvoir prouver l'adresse de son logement. Facture d'électricité, quittance de loyer, téléphone, etc. En plus de l'attestation. Pour bien prouver que vous êtes dans telle localité, que vous allez dans l'autre localité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vicieux, vous ne l'avez pas. Donc vous pouvez très bien remplir un truc, je vais de Versailles à Paris, mais si je n'ai pas d'attestation pour dire
que pour montrer que j'habite Versailles, on est coincé. Alors, si vous êtes en véhicule et que vous avez votre véhicule personnel avec une carte grise qui est à l'adresse de votre domicile, ça va, puisque vous vous déplacez en voiture. Si vous vous déplacez à pied, donc, et vous n'avez pas systématiquement votre carte grise, pensez à avoir une facture qui prouve votre domicile. D'accord? Voilà. Bon, après les déplacements professionnels, c'est fait par la boîte, déplacements pour achat, toujours pièce d'identité et adresse, raison médicale. On risque de vous demander, si vous cochez pour raison médicale, on va vous demander le courrier confirmant le rendez-vous ou de lire le SMS vous confirmant, hein, Doctolib, etc., votre rendez-vous à telle heure. Hein. Si vous allez à la pharmacie acheter des médicaments, il faut bien avoir l'ordonnance qui sert de justificatif, toujours avec votre pièce d'identité et le justificatif. Hein. Si vous devez aller aider une personne âgée, etc., il est obligatoire de présenter un document attestant du lien de parentalité avec la personne gardée ou assistée. Voilà. Même un livret de famille peut vous être demandé. Hein. Vous voyez, ils font tout pour faire entrer de l'argent. Hein. Dans les cas d'une visite à un parent à l'EHPAD, par exemple, une attestation de résidence qui peut être envoyée par mail ou par courrier pourrait être demandée lors d'un contrôle, comme le précise. Donc, ayez un document comme quoi que le grand-père, il est dans un EHPAD et que... Enfin bon, voilà. Également, si vous récupérez une personne ayant fait un trajet en avion ou en train, la copie du billet sert de justificatif ou la photo par SMS du billet. D'accord? Et oui, vous récupérez quelqu'un qui vient de Paris, moi lyonnais, je viens de le récupérer, il faut montrer son billet et c'est ce qui motive mon déplacement, aller le chercher à la gare. Alors en cas de déménagement, il faudra le bail, l'acte de vente ou d'achat, une attestation sur l'honneur pour démontrer l'obligation de déménager. Hein. Toujours justifier son adresse et son identité. Hein. Convocation, service public. Et voilà, si vous avez pris un rendez-vous, il faut se munir de la convocation judiciaire. Hein. Pour aller chercher son enfant à l'école ou à la crèche, il faut donc remplir un justificatif de placement scolaire. Et il faudra fournir un document prouvant le lien familial ou une attestation signée des parents. Il est possible de se rendre dans un théâtre ou au cinéma à partir du 15 décembre, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront. Voilà. Le confinement devra être levé mi-décembre, mais un couvre-feu sera instauré entre 21h et 5h du matin. Il faudra leur présenter le billet et l'heure qui est inscrite dessus pour justifier son déplacement après l'heure du début du couvre-feu. Bien. Donc toujours 135, majoré à 375 € d'amende, voilà. Et voilà, tout le cinéma. Donc, vous voyez, hein, nous constatons vraiment une faillite politique dans la gestion de cette crise. Hein. Et puis on cherche toujours à nous ressortir un discours alarmiste et mensonger. Hein. Ça fait 8 mois, mais rien n'a été fait. Vous voyez, nous serons prêts pour la deuxième vague, mais en fin de compte, non. Bon, je vous laisse 10 secondes et nous allons revenir un petit peu sur la politique migratoire, enfin ce qui se passe dans notre pays, le maintien de l'ordre, etc., etc. À tout de suite, merci. Nous y voici. Alors, il y avait 500 clandestins, place de la République à Paris. Avaient-ils des attestations? Non. Vous, comme moi, avons besoin d'une attestation pour sortir de chez nous, pour aller simplement chercher le pain. Et pendant ce temps-là, des dizaines de milliers de clandestins circulent sur notre territoire sans attestation, sans masque et sans pièce d'identité parfois. Hein. Mais c'est peut-être ce qu'on appelle la discrimination positive. Hein. C'est-à-dire qu'eux ont les droits, mais pas nous. Je suis retombé sur un texte que j'avais publié, je crois, il y a 2 ans sur ma page Facebook. Ça peut inciter à une certaine réflexion. Liberté de circulation et d'installation pour tous les étrangers du monde. Tout le monde s'installe et s'inscrit pour toucher des aides. Tout le monde a des droits et les devoirs. Personne n'en parle? Devoir de respect du pays qui vous reçoit et vous nourrit. Devoir de respect envers les habitants qui vous accueillent. Quand on voit les détritus laissés par les campements, les vols, les viols, les trafics, les bagarres, les agressions de routiers parfois, ça ne donne vraiment pas envie de pratiquer l'hospitalité.
Respect à tous les étrangers, polonais, italiens, espagnols, portugais et bien d'autres, qui ont amené leur volonté d'intégration et leur force de travail. Ils avaient la nostalgie de leur pays de naissance, mais savaient aimer le pays d'adoption qui leur donnait la possibilité de nourrir leur famille. La France, tu l'aimes et tu la respectes. Si ça ne plaît pas, eh ben tu vas voir ailleurs si tu trouves mieux. Moi, je ne te retiens pas. Et tiens, je pense aussi également, rappelez-vous, rappelez-vous tous ces Arméniens qui sont arrivés en France au début du siècle dernier et qui ont amené leur force de travail, leur inventivité, leur talent. Et beaucoup sont devenus artisans, commerçants, voilà, et sont parfaitement intégrés. Et pendant ce temps, comme je vous le disais à la dernière vidéo, eh ben, en Haut-Karabakh, 120 000, je crois, Arméniens sont obligés de se déplacer et partir, de quitter le territoire où ils habitaient depuis quelques dizaines d'années. Voilà. Un convoi humanitaire est parti ce matin avec notamment Yuri Djorkaeff, l'ancien footballeur. Voilà. Alors, on va revenir sur cette imposture, si vous voulez, de mobiliser 500 délinquants, enfin délinquants. Ça, je dirais pas c'est des migrants, hein, c'est pas des migrants. C'est des réfugiés économiques hein, qui viennent vivre au crochet de la France. Et je suis tombé sur un communiqué du syndicat France Police, enfin France Police et Policiers en colère, qui nous dit: pendant qu'on envoie nos collègues faire du maintien d'ordre à Paris pour déloger des migrants manipulés par Hidalgo et Coquerel, les dealers volent un engin de chantier et détruisent du mobilier urbain supportant des moyens de vidéoprotection en toute tranquillité. Alors, les caméras de surveillance auront tenu 72 heures. Cette nuit, à Montbéliard, les dealers ont attaqué à l'engin de chantier volé les nouvelles caméras de vidéoprotection fraîchement installées sur des mâts géants. En plein confinement, des dizaines de dealers ont fait régner la terreur cette nuit-là sans que la moindre patrouille de police n'intervienne. Et nos collègues ont bien eu raison de ne pas bouger. Qu'aurait-il pu faire face à ces dealers déchaînés et surarmés? Pour rappel, il ne faut pas faire de vagues. Si une fusillade s'était déclenchée, les médias et les politiciens auraient accusé les policiers de provocation. Et si par miracle nous avions interpellé certains auteurs, la justice de Dupond-Moretti les aurait relâchés avec des peines alternatives à la détention. Bilan, ce matin, on voit en boucle sur les chaînes d'infos la police faire du maintien de l'ordre à Paris. Darmanin se dit choqué de voir nos collègues bousculer des militants pro-migrants et demande un rapport au préfet de police. Et pendant ce temps-là, les dealers assoient un peu plus leur toute-puissance dans les quartiers. Quand on voit les centaines de milliers de commerçants et de Français verbalisés pour la non-observation du confinement, qui eux sont invités à payer rapidement leur contravention car les caisses sont vides. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, je vous ouvre une petite parenthèse, bien entendu. Hein. On ne peut être que révolté par les images qu'on a vues d'un tabassage d'un monsieur, je crois d'un producteur de musique, qui n'avait pas son masque. Enfin bon, il n'avait pas son masque dans la rue, il s'est réfugié dans son local et la police tout de suite est arrivée derrière. Et il s'est fait tabasser, honteusement tabassé, s'est fait traiter de sale nègre. Alors, j'ai toujours un regret dans ces histoires parce que ça tombe toujours sur un mec qui est à peu près d'aplomb, qui est déclaré, qui paye ses impôts, qui est intégré, qui va pas. Ça tombe jamais sur vraiment des vrais fripouilles, des vrais racailles, vous voyez, ce genre de choses. Enfin bon, évidemment, on peut que désapprouver cette façon de faire. De toute façon, moi, si j'ai envie d'insulter quelqu'un, je ne l'insulte pas par rapport à ses origines. On peut dire à quelqu'un sale racaille, sale con, mais en aucun cas sale arabe ou sale nègre. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne me viendrait pas à l'idée. Je juge son comportement, sa façon d'être, pas son lieu de naissance ou sa race de naissance. Vous voyez, on peut avoir des Arabes intégrés, des mecs qui sont ingénieurs,
des Noirs aussi, des infirmières noires, etc. On ne va pas lui dire sale négresse. Par contre, si vous avez une conne, vous dites sale conne ou voilà. Mais bon. Donc voilà, bon, enfin c'est vrai que bon, la situation des policiers est très difficile et parfois ce ne sont pas toujours les bonnes forces de l'ordre qui sont envoyées. Et c'est sûr que si vous envoyez la BAC, ils passent leur temps à être dans des cités très sensibles et à être continuellement agressés. Donc le moindre truc, boum, 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 ils sortent les matraques. Donc il y a parfois, par exemple, des compagnies de CRS ou des choses comme ça qui peuvent être plus habituées au mouvement de foule et à gérer des déplacements de personnes qui sont en train de militer. Voyez. Il y a des nuances. Mais après, c'est le préfet de police qui fait aussi n'importe quoi. Alors, parce qu'on parle de migrants, je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres, hein, les statistiques françaises de l'immigration. Une hausse des premiers titres de séjour délivrés reflétant le nombre de migrants autorisés à résider en France pour au moins un an. 125 000 en 1995, 186 000 en 2002, 183 000 en 2008, 193 000 en 2012. J'enlève les centaines. Hein. Allez, 217 000 en 2015, 230 353 en 2016, 242 665 en 2017, 258 929 en 2018, 276 576 en 2019. Vous vous rendez compte? Comment se fait-il qu'on en a encore 20 000 de plus en 2019 avec toute la misère que nous avons à gérer pour toute la population, quelle que soit son origine? Alors, dans ces titres de séjour, vous avez à peu près 90 000 titres au niveau familial, 90 000 au niveau d'études, il y aurait 38 700 dits professionnels, 36 200 à titre humanitaire, des personnes réfugiées et des étrangers malades. Alors, notez bien qu'une grande partie de ces chiffres, c'est relativement indéterminé, correspondent non pas à des entrées physiques l'année même, mais des régularisations de migrants entrés des années auparavant. L'immigration irrégulière nourrit ainsi les statistiques de l'immigration régulière. En outre, le nombre des immigrés qui repartent parmi les étudiants, par exemple, est méconnu, mais malheureusement, ils ne repartent pas beaucoup, hein, ce qui empêche de mesurer sérieusement le solde migratoire. Mais, par ailleurs, toujours une tendance à la hausse des demandeurs d'asile. 20 000 en 1995, 45 000 en 2004, 61 000 en 2012, 162 000 en 2018, 177 822 en 2019. Il faut noter que seuls 30 000 à 40 000 environ sont reconnus comme réfugiés par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Les autres restent dans 94% des cas sur le territoire, selon un rapport de la Cour de compte de 2016. C'est-à-dire tous ces gens qui sont déboutés n'ont plus le droit d'être là. On leur a dit non, non, vous venez pour être réfugié économique, mais chez vous, il n'y a pas de guerre, etc. Vous risquez rien, les droits de l'homme, oui, bon, vous repartez dans votre pays. Eh ben non, 94% restent sur le territoire. Voilà. Donc le nombre de migrants se maintenant en France en situation illégale peut être estimé sur la base de l'aide médicale d'État qui leur a accordée. Il y aurait 150 000 bénéficiaires en 2004 et maintenant 320 000 en 2019. Mais ce nombre ne mesure pas un flux, mais celui des migrants présents à un moment donné. Ce nombre, à un moment donné, il ne représente qu'un plancher, car un nombre indéterminé de migrants en situation irrégulière ne sont pas inscrits à l'aide médicale d'État. Selon certains experts, il faut le multiplier par 3 pour approcher le nombre réel des migrants clandestins sur le territoire. Il y a 960 000 migrants clandestins sur le territoire. Voilà. Les mesures d'éloignement forcé en dehors de l'Union européenne ont atteint 8 858 personnes en 2019. Ce chiffre est en augmentation, certes, mais il reste marginal par rapport au nombre de migrants en situation illégale. 8 000, on en a 900 000, on en dégage, on en retourne au pays 1%. Vous voyez, hein? On estime que 15% seulement des décisions d'éloignement prises par les préfets sont mises en œuvre pour 2 raisons. L'enchevêtrement inextricable des procédures de recours contre les décisions d'éloignement, qui combinent compétences du juge administratif et du juge de liberté, et il y a le refus des pays d'origine de reprendre les migrants qui sont arrivés en France. Voilà.
Donc c'est un sac de nœuds, c'est ingérable. C'est ingérable et en fin de compte, tous ces gens obtiennent des droits. Ils sont venus en fraude, en complète illégalité, en contradiction avec la loi française, et au bout d'un moment, eh ben, on les soigne gratuitement, il y a l'aide médicale d'État, et puis ils sont régularisés. Donc ce qui fait que eh ben, les autres se disent, eh ben, mon cousin est parti, maintenant il a les papiers, moi aussi je vais y aller, et le gros problème, c'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Premièrement, les familles sont tellement relativement nombreuses, beaucoup d'enfants, et puis ce regroupement familial, eh ben, madame va faire venir sa belle-sœur, sa mère ou sa tante, monsieur de son côté va faire venir son petit frère, etc. Donc chaque personne, à titre de regroupement familial, peut faire venir deux, trois autres personnes de leur famille. Voilà, et puis vous avez tout un tas, j'en avais eu l'occasion de parler dans une vidéo, vous avez tout un tas de fausses reconnaissances de paternité. C'est-à-dire que même moi, je peux très bien me mettre d'accord avec une dame, par exemple, qui vient d'Afrique, et lui dire, je reconnais tes enfants, comme ça, toi, tu vas avoir les papiers, tu me donnes un peu d'argent, et moi, je fais une déclaration. Et j'avais vu une émission télévisée où on voyait un monsieur qui allait toutes les semaines dans une mairie différente à Paris, et donc qui ne sont pas interconnectés, et il allait déclarer, et il touchait à chaque fois 3 ou 4 000 euros, et était chaque fois avec une autre femme, et il déclarait une déclaration de paternité des enfants de cette dame, qui, comme ça, peut faire venir elle, de son côté, avoir des papiers et faire venir ses enfants. Voilà. Et donc ce monsieur, du coup, il avait reconnu peut-être une dizaine ou une douzaine de gamins, de chaque fois des femmes différentes. Voilà. Je veux dire, c'est un appel à la triche, ce système. Et donc, ils en profitent, ils sont malins, et puis on se transmet... Mais d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube, où vous voyez une femme du Maghreb, qui explique pendant 1 heure et demie comment faire pour... je crois qu'elle est située, elle, en Belgique, mais qui explique, en fonction de la loi belge, comment faire pour faire venir la famille, enfin toutes les astuces, tout ce qu'il faut raconter pour arriver à ses fins. Voilà. Eh bien écoutez, bon courage, bon courage. Ça va être quand même délicat. Sur ce, je vais vous laisser. Nous sommes vendredi soir. Je vais faire le mixage des vidéos, des génériques. Bon, cette vidéo, bien sûr, la plupart d'entre vous la verront ce samedi. J'en profite pour vous souhaiter un bon week-end. Ah oui, beaucoup vont pouvoir aller faire des courses dans certains magasins. Bon courage à tous les commerçants. Soyez quand même prudents au niveau des mesures d'hygiène. Enfin, bon, 8 mètres carrés dans un commerce, ça va être compliqué. 2 personnes dans le magasin, 3 ou 4 dehors. Bonne chance. Ça va être difficile. Ce samedi va être terrible. Enfin bon, faites pour le mieux. Et puis, moins d'1 mois, c'est Noël. Comment expliquer à grand-mère et à grand-père que la bûche, il va falloir la manger dans la cuisine? Et franchement, nos gouvernants ne manquent pas d'air. C'est incroyable. Quand je vois Castex, je sais pas. Il n'arriverait même pas à me vendre un paquet de cigarettes. Il me paraît d'un autre âge, débarqué d'une autre planète. Est-ce que c'est le fait de son accent? Mais je ne sais pas. Mais sa façon de se présenter, de nous parler, j'ai l'impression que il s'adresse à une maternelle d'enfants, une classe maternelle, oui. Les petits-enfants, il faudra bien vous laver les mains, et puis après, il faudra bien les sécher, et puis il faudra mettre du gel, et puis alors quand vous mangez la bûche, quand je pense au pauvre Macron, Emmanuel Macron, il ne va pas pouvoir manger la bûche avec Brigitte, vous vous rendez compte, c'est compliqué. Mais ils couchent quand même ensemble, ils couchent dans le même lit. Et la distanciation sociale, c'est une personne à risque, c'est une personne âgée, c'est une retraitée.
Non? Ah, mais pour eux, ça marche pas. Ah, bon. J'avais pas compris. C'est comme, vous avez vu, il a eu le temps de se faire couper les cheveux. Lui, ah bah lui, son coiffeur, il est ouvert. Enfin bon. On essaye de sourire avec ce qu'on peut. Hein. Nous sommes d'accord. Allez. Bienvenue en Absurdistan, le pays des Shadocks. Et on pompe, et on pompe. Et ben nous, on raque. On n'a pas fini de payer, hein, parce qu'avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, quand je pense à tous les chômeurs qu'on va avoir en plus, mon Dieu. Enfin, bon courage à tous. Allez, bon courage à tous. Dieu pour tous, surtout. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis certainement à lundi. Encore merci. Au revoir. Et puis n'oubliez pas de partager, hein. D'accord? Je compte sur vous. Merci en tous les cas. Au revoir.